Il n'y aura pas de zone de non-droit. Pont-Clé, déclaration du maire Christophe Ferrari après l'incendie qui a ravagé les locaux de la police municipale la nuit dernière. Artiste ou pas, vous avez jusqu'au 15 novembre pour réaliser votre faux timbre et envoyer votre missive à l'occasion de la journée mondiale du faux timbre d'artiste initiée il y a 9 ans par ce Voironnais. Et puis, les 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble font encore recette. Il y a quelques jours, ce sont des représentants de l'Union mondiale des villes olympiques qui se sont retrouvés à Champs-Rousse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 6 novembre 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a interpellé mardi matin 6 personnes, une en Isère, 4 en Moselle et une en Ille-et-Vilaine. Âgés de 20 à 60 ans, les 5 hommes et une femme sont connus de la mouvance d'ultra-droite. Ils pourraient préparer une action violente contre Emmanuel Macron, un projet imprécis. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ce sont les locaux de la police municipale de Pont-Clé qui ont été pris pour cible dans la nuit de lundi à mardi. L'ancien collège des Îles-de-Mars a été volontairement incendié mardi aux alentours d'1h. Il n'y a pas eu de blessés, mais de gros dégâts matériels. La commune a relocalisé et fourni de nouveaux matériaux aux 6 agents qui sont néanmoins choqués, comme peut l'être le représentant de l'autorité publique. En moyenne, sur Pont-de-Clé, les incendies de voitures, c'est environ 7 véhicules par an en moyenne, annuels. La semaine dernière, nous étions en 11 en une nuit. Donc nous voyons que nous sommes sur un fait exceptionnel. Ce qui s'est passé cette nuit est aussi un fait exceptionnel. Ce qui montre sans doute, à situation exceptionnelle, qu'il y a des raisons sans doute exceptionnelles à cela. Alors sont-ils liés, ces éléments de représailles, sont-ils liés à des décisions de justice qui ont eu lieu le même jour de la semaine dernière? Ceci, c'est l'enquête qui le dira une nouvelle fois. Néanmoins, la proximité des jugements extrêmement lourds, puisqu'il s'agit de peines de prison fermes qui ont été engagées contre plusieurs personnes habitantes des Îles-de-Mars. Nous voyons bien qu'il y a d'autres éléments qui viennent expliquer, mais tout simplement qui sont des événements qui sont liés à d'autres sujets antérieurs, dont la réponse judiciaire est à l'œuvre grâce au travail des enquêteurs, des services de gendarmerie et de police municipale. Aucune intimidation, aucune représaille ne sera de nature à nous faire fléchir sur une des premières libertés individuelles, qui est celui de la tranquillité. Des renforts de gendarmerie seront mis en place sur le territoire pendant les prochaines semaines. Complètement timbré, c'est peut-être ce qu'ont dû penser les Voironnais lorsque l'un des habitants a lancé il y a maintenant 9 ans la journée mondiale du faux timbre d'artiste. À l'heure où l'on communique plus souvent de façon numérique, Tony Mazokin se fait le porte-parole du mail art. C'est un reportage de Charlotte Faulkner. C'est dans son atelier que le Voironnais Tony Mazokin crée ses lettres et ses timbres. Ici, il conçoit ses faux timbres, le but les rendre le plus réels possible et pour cela, plusieurs procédés sont possibles. Pour faire un faux timbre, ça suffit de prendre une image ou dessiner une image, dessiner, coller, sprayer, photocopier. Maintenant, avec les moyens techniques qu'on a, on peut faire beaucoup de belles choses. Voilà, j'aimerais travailler en transparence cette année. Pour participer, c'est simple, un seul mot d'ordre, la créativité. Ils doivent laisser aller leur créativité, créer quelque chose qui ressemble à un timbre ou un timbre d'artiste. Moi, je l'appelle un timbre d'artiste parce qu'au fond, on travaille chacun à sa façon, avec sa technique. Et puis voilà, chacun crée son timbre, il le colle sur l'enveloppe. Et il envoie à la personne, cette année c'était Victoria Saïz, à Virieu. Professeur d'art plastique, il utilise l'art postal pour attiser la créativité de ses élèves. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de créer cette journée mondiale du faux timbre d'artiste, un concept qui a tout de suite séduit. Dès la première, au moins, je pense que la première, j'ai eu au moins plus qu'une centaine. C'est vraiment du monde entier parce qu'il y a des gens des États-Unis qui écrivent, des Suisses beaucoup, de France énormément, d'Italie, d'Allemagne, Belgique, Canada, voilà, il y en a un peu partout. La poste est la plupart du temps compréhensive, même si l'année dernière, pour la première fois en 9 ans, Tony a dû payer une taxe de plus de 400 € pour que les lettres puissent être envoyées.
Il y a eu un élan de solidarité, et puis il y a des gens qui m'ont envoyé des timbres, qui 10 timbres, qui 3, qui 5 euros, qui 5, qui 10, qui 20 euros, et puis à la fin, j'ai dû payer juste les 22 et 48 qui manquaient. Même si toutes les fantaisies sont permises, une seule règle est à respecter pour cette journée mondiale. Toutes les lettres doivent être postées seulement le 15 novembre. Et pour tous ceux qui souhaitent participer, les lettres sont envoyées à l'artiste Victoria 16, 112 rue Carnot, 38 730 Virieu-sur-Bourbe. Très important avant envoi, n'oubliez pas de scanner votre œuvre pour l'envoyer aussi à Tony pour qu'il la publie sur le blog dédié à l'art postal. Ils ont parcouru le monde entier pour vivre leur passion, mais pas sûr qu'ils aient eu le temps d'envoyer des cartes postales. 2 figures, de monuments, de sommets de l'aventure en montagne seront mercredi soir au ciné-rencontre de Grenoble au Palais des Sports. Catherine Destivelle et Yves Ballu viendront présenter le livre édité par la première, écrit par le second. Il s'agit de La montagne sous presse, 200 ans de drames et d'exploits aux éditions du Mont Blanc. Alors, La montagne sous presse, c'est un livre qui balaye en gros, depuis 1786, première ascension du Mont Blanc, jusqu'à aujourd'hui, le regard des journaux pas spécialisés, des journaux d'information générale, sur la montagne. Et la montagne, c'est quelque chose d'inaccessible. Et les journaux qui en parlent, souvent, ce sont des journalistes qui ne connaissent pas la montagne, dans la presse générale, qui s'adressent à des gens qui ne la connaissent pas, qui n'iront jamais en montagne. Et donc, il y a tout un tas d'interprétations qui peuvent être parfois très intéressantes, souvent même très intéressante, quand on connaît la montagne, quand on voit au fil des années et des siècles comment le regard a évolué sur la montagne. Cette histoire, Yves Ballu, c'est magnifique, c'est de se rendre compte que cette activité a fait couler beaucoup d'encre aussi, et voir donc tous les exploits qui ont eu lieu depuis 2 siècles. Et ça, c'est assez unique. Et donc, c'est ce partage que j'avais envie de montrer sur papier. Alors, le papier, c'est vrai que c'est pas le support à la mode, hein. Mais en même temps, c'est un support qui reste. C'est assez gratifiant d'avoir un beau livre. Donc, je me fais avant tout plaisir. L'économie est pas facile, mais c'est équilibré, on va dire. L'entrée aux soirées ciné-rencontres est payante, 7 €, mais 2 après-midi gratuites sont aussi programmées mercredi et jeudi. C'est souvent à vélo que les spectateurs rejoignent le Palais des Sports. Mieux vaut d'ailleurs arriver tôt pour être certain d'avoir une place pour se garer. Pour ne pas oublier les fondamentaux, la DTC participe à l'opération Cycliste Briller, la campagne de sensibilisation sur le thème de l'éclairage des cyclistes. Pour les convaincre de se procurer des équipements de qualité pour voir et être vus, l'association organise des actions toute la semaine à la tombée de la nuit, entre 17h30 et 19h. Elle sera par exemple vendredi soir devant le Palais des Sports pour les rencontres, ou mercredi ou au bout du pont du Drac à Fontaine et à la Tronche sur le boulevard de la Chantourne. En avoir ou pas entre les villes ou les stations qui ont un jour accueilli les Jeux Olympiques, il existe comme un lien indéfectible. Comme toutes celles qui ont participé aux JO de Grenoble en 1968 le savent bien. Il était donc logique que la station qui avait accueilli les épreuves de ski alpin donne rendez-vous à l'Union mondiale des villes olympiques pour commémorer l'événement. Mathias Araez y était. Chacune a eu son heure de gloire. Los Angeles, Barcelone, Lake Placid, Pékin ou encore Amsterdam, toutes ces villes ont un jour accueilli la flamme olympique. En visite à Grenoble avec une délégation du CIO, les représentants des précédentes éditions des JO ont pu profiter d'un bond de 50 ans en arrière pour une édition qui changea profondément l'olympisme. Nous avons eu le même schéma par rapport à l'expérience grenobloise en 1968. En visitant la ville hier et aujourd'hui, j'ai vu des similitudes au niveau de l'implantation architecturale et de la planification que nous avons nous-mêmes eue en 1980. À Champs-Rousse, noyé dans une purée de pois aussi épaisse que celle que Jean-Claude Killy traversa pour se voir couronné d'or, les invités d'honneur ont découvert le projet de station du futur. Déjà à la pointe de la modernité lors des Jeux grenoblois, Champs-Rousse est tourné vers l'avenir. Ça nous laisse penser que pour les prochaines années, pourquoi pas être un futur candidat pour des épreuves internationales. Les Jeux Olympiques, ça serait un petit peu présomptueux de ma part, mais en tout cas, oui, pourquoi pas être de nouveau candidat pour des belles épreuves. En 2030, les rénovations de la station devraient être terminées. Ce sera d'ailleurs une année olympique. Le raccourci est tout trouvé.
Et après sa visite à Grenoble, le représentant de Pékin 2022 a souligné la façon dont la capitale des Alpes a su profiter des JO pour se développer et souhaite s'en inspirer pour faire émerger les villes organisatrices autour de la capitale chinoise. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.